On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Nouvelle structure en santé. Ça nous touche ici directement avec l'abolition du C3S au Richelieu-Rouville et aussi l'abolition de l'Agence de la Montérégie. On reçoit à l'instant le nouveau PDG du CIS, le Centre intégré Montérégie-Centre, M. Richard Deschamps. Vous savez, il y a des changements de structure importants dans le domaine de la santé au Québec, d'ailleurs en date du mercredi 1er avril 2015. C'est l'arrivée des CIS, des CIUS, des nouvelles structures, c'est l'abolition des C3S, l'abolition des agences également. Il y a des impacts ici même dans notre région qui, dorénavant, en Montérégie, est scindée en 3. Il n'y a plus d'agence, il n'y a plus de C3S au Richelieu-Rouville, mais dorénavant, il faudra dire le Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Centre. Le nouveau PDG est avec nous, Richard Deschamps. Bonsoir et bienvenue et félicitations. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous étiez à venir, il y a quelques heures, président de l'Agence de la Montérégie. Il me reste quelques heures encore. Oui, parce qu'au moment d'enregistrer, on est mardi, donc c'est à minuit que ça prend effet. Oui. C'est pas un peu surréaliste, tous ces changements de structure dans le monde de la santé? En fait, moi, je le vois plutôt comme une continuité. Je pense que le ministre l'a expliqué quelques fois. En 2004-2005, on avait amorcé une première grande transformation qui avait d'ailleurs fait une reconfiguration là, des organisations de services. C'était plus, à ce moment-là, les composantes hospitalières, les CLSC, les CHSLD. Maintenant, on va plus loin. On reconfigure avec d'autres ensembles similaires, parce que la dernière fois, c'était des missions plus différentes. Là, cette fois-ci, on reconfigure avec des missions similaires. Alors, on va un petit peu plus loin, puis on y va dans une conception aussi de trajectoire de service, parce qu'on a encore beaucoup d'établissements. Si on se compare à ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays à travers le monde, on avait des très petits ensembles qui font en sorte que ça compartimente un peu la prestation de service puis la continuité des services. Alors, le pari qu'on fait actuellement, c'est en faisant en sorte de réunir plusieurs organisations ensemble qui ont même des missions semblables, de faire en sorte d'organiser, pour un territoire donné, là, une offre de service, une trajectoire de service qui est plus fine que possible. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de créer des monstres administratifs? Bien, les monstres administratifs, ça dépend comment on le voit. Si vous me dites qu'il y avait 19 conseils d'administration, 19 DG ou PDG qui étaient en Montérégie jusqu'à ce soir minuit, versus 3 PDG et 3 conseils d'administration, je dirais que l'administratif est en train de s'aplanir, est en train de se simplifier plus qu'à 19. C'est plus difficile de se comprendre à 19. Je précise ma question à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque entre une communauté, une collectivité, de perdre une certaine proximité avec le pouvoir administratif? Parce que, bon, prenons l'exemple d'ici, dans la région de Saint-Jean. Évidemment, c'était le C3S au Richelieu-Rouville avec son propre conseil d'administration, ce qui regroupait l'hôpital du Richelieu, le CLSC, quelques CHSLD, etc. Mais là, évidemment, le quartier général risque d'être un peu plus loin. Vous risquez vous-même d'être davantage de responsabilité. Donc, est-ce qu'on peut pas créer une certaine distance entre les instances locales et les instances décisionnelles? C'est une bonne question. Puis ça dépend de la couleur que le dirigeant veut lui donner. Moi, je suis un gestionnaire de proximité. Je suis un gars de terrain. Alors, j'ai toujours été proche des cadres. Vous pourrez même vérifier. Prenez un cadre de l'agence, il va vous le dire. Je m'intéresse aux gens. Je travaille avec les gens. Je me mets les mains dans les dossiers. Je vais faire la même chose. D'ailleurs, si on regarde, éventuellement, vous allez voir les nouvelles structures. Si vous regardez les nouvelles structures, c'est une structure relativement simple. Il y a 2 ou 3 dirigeants, un PDGA, un PDG, un DGA. Après ça, c'est des directions et les cadres intermédiaires. C'est très, très aplani. Ce n'est pas un PDG qui est dans sa tour d'ivoire, qui ne voit rien. C'est un PDG qui va avoir directement sur lui des directions à assumer. Je vais avoir plusieurs directions, desquelles là, je vais être en support et directement lié à des activités. En fait, les PDG d'aujourd'hui, les nouveaux PDG qui vont rentrer en fonction à minuit, ce sont de grands opérateurs, de grands ensembles de services et de soins. Et tout ici repose dans les choix qu'on va faire. Je m'explique. Je n'aurai pas seulement un bureau à Longueuil, je vais avoir un bureau à Saint-Jean. Je vais régulièrement faire du bureau ici. Je vais régulièrement faire des rencontres avec les cadres de l'organisation qui sont ici. La même chose pour Mme Pouliot, qui est la PDGA aussi. Même chose pour le DGA. Les gens de la direction générale vont se promener. Ce ne sera pas le contraire. Ce ne sera pas les cadres qui vont aller voir le dirigeant. C'est le dirigeant qui va aller à la rencontre de son personnel. Ça, c'est bien différent. Qui va être sur le terrain, puis qui va être dans les installations. Moi, j'ai annoncé aujourd'hui que je vais faire le tour
des installations. Je vais me promener dans chaque CLSC, chaque CHSLD, bien évidemment, les plateaux hospitaliers. Je vais être en communication avec les médecins, en communication avec le personnel. C'est ça, être terrain. Être terrain, c'est d'être dans la place, pas juste de le dire. Bon, à partir du moment où il n'y a plus d'agence et il n'y a plus de C3S, l'imputabilité du PDG que vous êtes, elle est envers quoi? Envers le ministère, le ministre, envers un futur conseil d'administration qui est à être constitué? L'imputabilité, elle est envers, la population. C'est vrai. Je pense qu'on est des administrateurs publics. La deuxième personne à qui je dois être imputable, c'est le ministre lui-même, qui est mon patron. Alors, c'est au ministre que je dois faire ma reddition de compte. Alors, c'est lui qui me nomme. Je travaille avec le CA, mais ce n'est pas le CA qui nomme le PDG. Je pense que c'est une nouvelle structure. On travaille avec le conseil d'administration. Mais la reddition de compte, l'imputabilité, c'est envers la population de la Montérégie. Parce que là, il faut bien se comprendre. Je suis le PDG de la Montérégie Centre, mais je suis un PDG qui travaille en Montérégie, qui va travailler avec 2 autres PDG. Et ensemble, on va construire une offre de service, pas juste pour un 6, mais pour la population de la Montérégie. Alors, mon imputabilité, ma reddition de compte, c'est envers la population de la Montérégie et le ministre. Si parfois il y avait, prenons l'exemple, disons qu'il arrive une contestation ou quoi que ce soit, normalement, les usagers pouvaient se rendre, prenons l'exemple, au conseil d'administration pour questionner publiquement. Maintenant, quel sera le canal de communication? La même chose. Ça sera la même chose. Ben oui, ils viennent, on va avoir des comités d'usagers de toute façon, on va avoir des commissaires aux plaintes. Il y a toujours le protecteur du citoyen. Les rencontres vont être publiques du CA. Elles vont être itinérantes en plus. Le CA va se promener à Longueuil et à Saint-Jean. Il va y avoir 2 pôles en alternance. Alors, les gens de Saint-Jean qui veulent se faire entendre sur des préoccupations d'organisation de soins de service vont pouvoir venir à Saint-Jean et se faire entendre. C'est très public, c'est ouvert, il y a 2 périodes de questions, puis les gens vont pouvoir être rencontrés par le conseil d'administration. Bon, parlons du territoire en tant que tel. Parce que Montérégie-Centre, évidemment, on peut en déduire que Saint-Jean et compagnie, on est dans le centre de la Montérégie, c'est bien. Oui, c'est assez Mais simple. en termes d'établissement, le C3S au Richelieu-Rouville, grosso modo, est fusionné avec celui de Champlain et de l'hôpital Charlemagne, incluant l'Institut Nazareth. Oui. C'est bien ça. Quelle est la communauté d'intérêt entre l'hôpital du Richelieu et l'hôpital Charlemagne? C'est quoi la communauté d'intérêt entre ces 2 établissements-là? Bien, la communauté d'intérêt, ça va être la complémentarité. Je pense qu'on peut construire une offre dans le temps, là, pas demain matin, on s'entend. Dans le temps, on pourra construire une offre de service complémentaire. Il y a des secteurs de pointe à Saint-Jean-sur-Richelieu, comme il y a des secteurs de pointe à Charlemagne. On le sait, c'est un hôpital qui a beaucoup de spécialistes, mais il y en a autant à Saint-Jean. Il y a beaucoup de secteurs de spécialité, peut-être un peu moins connus, mais qu'on connaît et qui sont là. Alors, ces 2 groupes de médecins-là vont pas travailler ensemble, construire un offre de service complémentaire, mais il y a d'autres choses aussi en termes de communauté d'intérêt. Prenez le volet universitaire. L'hôpital Charlemagne, on le sait, c'est un hôpital affilié à l'Université de Sherbrooke. On sait aussi que Saint-Jean a débuté aussi des activités d'enseignement avec ses unités de médecine familiale. Il est très envisageable éventuellement là, de renforcer la mission universitaire avec ces 2 grands pôles de médecins, de 2 grandes communautés médicales. Alors, il y a des intérêts très plus communs qu'on pense. Est-ce qu'un patient pourrait, par exemple, je vais prendre un cas précis parce qu'on sait que le département de neurologie est très développé à Charlemagne. Oui, un grand groupe. Puis, alors qu'à Saint-Jean, je pense qu'il y a un neurologue qui vient une fois de temps en temps. Voilà un exemple. Bon, ça, c'est un exemple. Est-ce que ça pourrait se faire aussi inversement? Est-ce qu'il pourrait y avoir un département plus spécialisé du côté de Saint-Jean auquel le public de Longueuil serait appelé de venir ici? Dans le temps. Éventuellement, il va y avoir on pourra prendre des décisions avec le conseil d'administration puis la communauté médicale, à savoir à quel endroit on veut développer un secteur de pointe. Entendons-nous, l'offre de service général va demeurer dans chaque hôpital. Là. Il va y avoir de la chirurgie, il va y avoir tous les services de base vont être là, qu'on retrouve dans n'importe quel hôpital communautaire. Dans ce qui concerne les secteurs de pointe, il est pensable, dans les années à venir, de penser à une répartition ou une complémentarité entre les 2 groupes de médecins. Mais là, les discussions ne sont pas faites actuellement, parce que c'est un peu prématuré de vous dire qu'est-ce qui va se passer, s'il se passe quelque chose. Mais il est envisageable, je pense, de commencer à penser qu'il va y avoir des zones de complémentarité entre les 2 groupes. Quel est le bénéfice pour les patients d'avoir cette nouvelle structure où il n'y a plus d'agences, plus de C3S, mais des centres intégrés? Ultimement, parce que là, les gens regardent ça à la liste, bon, OK, les services continuent, bon, il y a du brasse camarade au niveau des structures, au niveau des cadres, on est en train de refaire la structure en haut, mais le bénéfice, lui, pour le patient, le bénéfice est direct. Le bénéfice, c'est que c'est un PDG maintenant. C'est un PDG qui est nommé par le ministre. Hein, c'est notre patron.
Le bénéfice, c'est qu'il y a moins de paliers de décision. On n'est plus à 19 à prendre une décision. Si on veut optimiser, si on veut prendre des décisions pour construire des trajectoires de services accessibles, fluides, en mode continu, c'est plus facile de s'entendre à 3 qu'à 19. Alors, c'est le patient qui va y gagner quelque part, c'est l'usager qui va y gagner parce qu'on va s'entendre plus rapidement. Je donne d'autres exemples. En optimisation, dans la région, il y a des travaux d'optimisation qui ont tardé au cours des dernières années. Je parle de l'informatique, de la paye. Vous savez, Montérégie-Centre va avoir le mandat au niveau régional de mettre en place l'informatique pour la région et la paye. Ce sont des millions de dollars qu'on va pouvoir investir dans les services. Même chose pour la logistique d'approvisionnement. Il y a beaucoup de chantiers d'optimisation qui vont être plus faciles à mener en termes de travaux à 3 qu'à 19. Alors, ça, là, c'est le gain direct que le patient va faire à partir des prochaines années. Le quartier général, vous dites que vous allez avoir 2 bureaux, là, oui. Mais le quartier général du nouveau 6, physiquement, il va être où? Il y a un siège social qui est situé à Longueuil, à l'hôpital Charlemagne. Il n'y a pas de quartier général. C'est complètement déconcentré. Les directions vont être... Il n'y aura pas un endroit où il va y avoir un pôle significatif de direction. C'est déconcentré. Okay. Puis on veut que ça soit déconcentré. Je ne veux pas avoir tous les directeurs au même endroit. Je veux que les directeurs soient partout. C'est sûr qu'il va y avoir quelques directions, pensons aux finances et ressources humaines, qui risquent d'être plus proches du PDG à son bureau, au siège social. Mais comme je vous l'ai dit, le PDG, là, il va travailler en mode déconcentré. Alors, parfois, il va être à Longueuil, puis parfois, il va être à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, vous l'avez dit tantôt, dorénavant, les PDG sont nommés par le ministre. Oui. Parlons de l'aspect plus politique de la chose, parce que quand on regarde ça sur les 20 dernières années, oui. Dans les années 90, on disait « Ah, les régies de la santé, là, c'est pas efficient, on va faire du brasse camarade, on va les abolir ». Puis, ultimement, le politique a décidé de créer des agences. Oui. Là, les gens se sont dit « Ouais, mais c'est quoi la différence entre la régie puis l'agence? » Oui, mais il y avait déjà une différence. Mais... Il y avait une différence, notamment parce qu'on parlait de PDG oui. déjà, mais pour le public, les gens disaient que c'était encore une structure intermédiaire entre le local et le ministère. Là, maintenant, ultimement, on abolit les agences. En fin de semaine, je parlais justement avec une cadre qui a déjà travaillé à l'agence il y a quelques années, qui me disait la chose suivante. Elle dit souvent, les gens sont critiques à l'égard de ce qu'on a fait, nous, à l'agence, en disant « Ah, l'agence, ça sert à rien, vous faites rien, etc. » Mais c'est pas visible. Mais c'est ça, c'est pas visible. Et pas plus tard que la semaine dernière, un autre cadre me disait, il dit, il y a du vrai, il y a du faux. Il dit, il y a peut-être la moitié des services où il y avait un certain dédoublement entre les agences et les C3S, mais il est faux de dire qu'à l'agence, qu'il y avait des gens qui faisaient rien là-dedans, que c'était pas utile. En tout cas, moi, j'ai jamais vu personne faire rien. Je pense pas que c'est ça qui est remis au niveau des agences. Vous comprendrez que si on change la structure de gouvernance et on passe de 19 établissements à 3 établissements, une agence perd sa pertinence. Parce que l'agence, son principal mandat, c'est de faire la coordination avec 18 autres établissements, puis de mettre en place des plans d'organisation de soins et services pour la région. Alors, vous comprendrez qu'à 3, c'est un peu dur de maintenir la pertinence. Mais je sais évidemment que vous étiez PDG de l'agence jusqu'à tout récemment, mais est-ce que c'était une structure qui était utile? Parce qu'à partir du moment où on fait disparaître une structure, où on en crée une nouvelle, mais avec un canal de communication qui est direct avec le ministère, est-ce que c'est pas dire en quelque part que l'agence n'avait plus sa place dans la structure d'antan? Elle avait sa place dans la structure d'antan, mais maintenant, on passe à une nouvelle structure qui est celle des 6. Et dans celle des 6, elle perd sa pertinence. Tu sais, les choses, il faut être pertinent dans la vie. On ne peut pas avoir une agence avec 3 PDG, ça fait un 4e PDG, puis honnêtement, on se posait la question, que fait l'agence là-dedans? Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des missions de l'agence qui sont confiées aussi au 6 de la Montérégie-Centre. Alors, il y avait des missions déjà de l'agence qui étaient déjà pertinentes et qui continuent à se donner. Mais pensez juste au fait qu'on était avec 18 établissements qui étaient autonomes, avec leur propre conseil d'administration. Ça prenait une agence ou un bureau du ministère, ou appelez-le comme vous voulez, pour être dans le territoire directement et faire des interventions. Alors, est-ce que les agents avaient leur pertinence? Vous allez me dire que je ne suis pas objectif. Je pense qu'ils avaient pleinement leur pertinence jusqu'à minuit ce soir. Mais en fonction maintenant de l'avènement des 6, j'aurais de la difficulté moi-même à défendre la pertinence d'une agence dans le mode actuel des choses. Mais pour vous-même, ça change le topo complètement parce que, bien, évidemment, quand on regarde un peu votre curriculum des dernières années, vous avez travaillé dans différents établissements en gestion, entre autres à Charlemagne et tout ça. Entre être un PDG de l'agence de la Montérégie et être PDG d'un centre intégré Montérégie-Centre, ça veut dire quoi pour vous? Bien, ça veut dire qu'on va être plus proche des opérations. Parce que vous comprendrez que j'étais plus à un niveau plus entre l'établissement et le ministère. Donc, maintenant, je suis directement dans les opérations. Vous savez, au cours des dernières années,
Ça, souvent, je le dis aux gens, les gens disent « Ah, la transformation ». Je dois vous avouer qu'au cours de mes 3 années et plus, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis PDG de l'Agence de la Montérégie, j'étais de ceux qui disaient que les choses doivent changer. Parce que si on veut vraiment mettre en place des services qui vont être optimisés, performants, il faut être moins pour prendre des décisions. Il faut être beaucoup moins. Il faut que ça soit plus line, plus direct avec le ministère, puis il faut avoir des leviers pour prendre des décisions. Un PDG d'agence arrivait de Québec, arrivait dans sa région, donnait les orientations du ministre, puis il faisait en sorte d'essayer que ça fonctionne. C'était à géométrie variable comme résultat. Tu es dans un palier intermédiaire. Maintenant, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on est collé sur les orientations du ministre, puis on va arriver dans notre territoire, et nous, c'est nous maintenant qui sommes le principal dirigeant. Je ne peux pas dire c'est la faute de quelqu'un, je ne peux pas dire c'est le CA qui ne veut pas, c'est le DG qui ne veut pas. Maintenant, là, c'est nous qui avons les mains dans les opérations. Je trouve que c'est un avantage. Ça va être un avantage surtout pour la population. Parlons maintenant de l'impact sur les employés, parce que les employés dans le réseau de la santé se font dire, écoutez, les opérations courantes se continuent, vous faites comme hier et comme demain, bref, ça ne change pas. Mais on a senti beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes au niveau des cadres, pour qui leur poste devient un peu volatile le temps que la nouvelle structure prenne forme. Là, il y a un PDG qui est devant nous, vous avez votre PDG adjointe qui est déjà nommée, Mme Pouliot, qui, elle, dirigeait le C3S. Richelieu-Yamaska, mais jusqu'à tout récemment, par intérim, celui du Haut-Richelieu-Rouville également. Oui, tout à fait. Est-ce que du côté RH, vos nominations sont déjà faites ici? Bon. C'est Mme Maryse Poupard, oui. Là, il arrive quoi avec les cadres? Parce qu'ultimement, on dit qu'il y a quoi? 1600 cadres qui vont disparaître au Québec? 1300, probablement 1300 par attrition? Oui. Par attrition majoritairement, là? Beaucoup par les retraites. Beaucoup par les retraites. Beaucoup de prises de retraite à tous les ans. Alors, c'est pas une opération de coupure de cadre, c'est une opération de gouvernance de transformation, puis de faire en sorte que les décisions ministérielles soient applicables sur le terrain, puis qu'on s'occupe de chantiers avec lesquels on avait eu moins de résultats au cours des dernières années. En ce qui concerne les cadres, on va avoir besoin des cadres. Il y a très peu de pertes d'emplois de cadres dans le CIS de Montérégie-Centre. D'ailleurs, il faut le dire, en Montérégie-Centre, c'est le CIS qui est le plus performant au niveau du taux d'encadrement. Ça veut dire qu'on avait le plus faible taux d'encadrement au Québec. Alors, c'est clair qu'en ayant fait ces travaux-là dans le passé, les dirigeants actuels n'auront pas à faire beaucoup de coupures de cadres. Il va en rester pour faire en sorte d'être capable de livrer les services. Vous souhaitez avoir combien de cadres dans la Montérégie-Centre? On va être autour de 300 cadres. 300 cadres? Oui. Pourquoi 10 000 employés? 7 300 à peu près. 7 300 employés, 300 cadres. Ça va être ça, la structure. À peu près. Et vous donnez jusqu'à quoi? Jusqu'à septembre pour établir la nouvelle structure? Maximum. Déjà, au mois de mai, on va on va nommer des cadres supérieurs. Et à partir de la fin mai, on va commencer à doter l'encadrement intermédiaire. Alors, fin août, à peu près, ça va être terminé. L'impact au niveau des employés, d'ailleurs, récemment, on recevait la présidente de la FIC au Richelieu-Rouville, parce que pour eux, évidemment, on parle de fusionner les listes d'ancienneté, si bien qu'une infirmière de Haut-Richelieu pourrait techniquement poser sa candidature à Charlemagne et vice-versa. Donc, ça bouleverse aussi... Bonne nouvelle. Bien, certains diront une bonne ou une mauvaise, ça dépend probablement de l'ancienneté qu'on a dans le réseau. Mais ça aussi, c'est un changement de cap important pour les employés de votre réseau. Bien, ça permet, au niveau... Moi, je trouve personnellement, comme ancien professionnel, je trouve que c'est une belle opportunité. Ça nous permet d'évoluer à travers un grand système de soins de service. Pour les gestionnaires, ça permet d'avoir une meilleure capacité de répondre à des ruptures de service. Quand tu gères un grand ensemble, c'est plus facile qu'un petit ensemble pour couvrir les découvertures de services. Alors, je pense que tous les deux, on y gagne. Autant au niveau de l'encadrement qu'au niveau du personnel. Tout le monde est gagnant dans une grande structure. Moi, d'ailleurs, quand la loi a été adoptée, c'était, d'ailleurs, au personnel de l'agence, c'était la meilleure perspective en termes d'optimisme, c'était d'avoir la possibilité d'évoluer à travers des grands ensembles. Alors, moi, je trouve que pour les syndiqués, c'est une bonne nouvelle. Revenons aux patients, parce qu'on le sait, ultimement, un des problèmes qu'on a dans le réseau, c'est l'accessibilité. Oui. C'est le parent qui se retrouve un dimanche matin avec un enfant qui fait peut-être un début d'otite. Oui. Et puis là, bien, soit que les cliniques ouvertes, malheureusement, ont déjà passé le cap là, du nombre de visites potentielles. Et puis là, ultimement, ils n'ont pas d'affaire à l'urgence, mais ils se ramassent à l'urgence par dépit. Oui.
est-ce qu'on va en venir à bout? Est-ce qu'un jour ou l'autre, il y aura un système d'accès, je ne sais pas, par Internet, on vérifie? Des gens font parfois... Ça existe déjà, hein? Vous savez, oui, je sais dans certaines places, mais ici, dans la région, même je pense que c'est à Farnham qu'on me disait, où les gens peuvent aller le matin sur Internet, vérifier et s'inscrire en ligne. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, d'aller se taper 2 heures. Il y a une clinique à Saint-Julie actuellement, vous pouvez appeler la veille le soir et prendre votre rendez-vous par téléphone. Pourquoi on n'a pas ça ici? Ça se fait. C'est une question d'orientation, c'est une question de choix. Honnêtement, ça fait partie de mes objectifs. Dans la prochaine année, je ne parle pas de 2 ans, d'ici 1 an ou 2, en tout cas, on devrait avoir ce qu'on appelle, on appelle ça en anglais, l'Advance Access, le fameux système qui fait en sorte que les gens peuvent à distance prendre un rendez-vous. Ils n'ont pas besoin d'aller faire la queue à 7 h le matin, au froid, pour se faire dire à 8 heures, bien, il n'y a plus de place. C'est ça qui n'a pas de sens. Je connais des gens dans mon entourage entourage qui se rendent, je ne sais pas, à Midi-Soleil à 6 h le matin. Là, ils attendent jusqu'à 8 h. Oui. Mais là, des fois, il y a peut-être 30 personnes de déjà arrivées pour 23 rendez-vous. Oui, ça joue du 2 heures plus tard, tu arrives à 8 h. On te dit, bien, écoutez, vous êtes le 7e sur la liste. Oui. Puis là, peut-être qu'on va vous rappeler ou peut-être qu'on ne vous rappellera pas. J'ai déjà vu une jeune dame avec un petit bébé qui dit, bon, bien, je vais aller à l'urgence finalement. Mais c'est pas acceptable. On s'entend que c'est pas acceptable. Elle aurait pu attendre chez eux. Surtout aujourd'hui, avec les moyens technologiques dont on dispose, c'est pas acceptable. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une invitation à l'ensemble de la communauté médicale, mais aussi à l'ensemble des composantes 6, parce qu'il y a de l'informatique aussi, ces choses-là, à travailler conjointement pour mettre en place ce type de système-là. À Montréal, là, autour de Jeanne Mans, la plupart des cliniques, des GMF, sont tous équipés de cette technologie-là. Je pense qu'on doit s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Mais je vous le dis, M. Latour, s'il faut en faire une priorité pour notre territoire, parce que je suis encore père de famille, j'ai eu des jeunes enfants, attendre dehors ou de magasiner ses services à travers la Montérégie, ça n'a pas de sens, puis de ramasser à l'urgence. C'est une technologie qui est relativement simple. Il faut juste avoir la volonté puis la détermination de le mettre en place. Alors, je l'ai. Je vous le dis, je l'ai. Alors, on verra dans la prochaine année. On a beaucoup de GMF sur le territoire, ici, entre autres à Saint-Jean. Je pense qu'il y a des médecins qui sont désireux aussi de travailler avec nous autres là-dessus. Alors, je pense que ça part du dirigeant du CIS pour dire on donne un signal qu'on s'en va dans cette direction-là. On va épauler les gens, par exemple. On ne passera pas juste dire la commande, vous faites ça. Il faut le faire en collaboration avec tout le monde. Dernière question. Bon, on le sait, l'hôpital du Richelieu, il y a des grands travaux qui s'y font actuellement et heureusement, l'hôpital va presque doubler de superficie. C'est une très bonne nouvelle. C'était plus que dû. Oui. Mais en même temps, on sait, l'hôpital a connu ces dernières années, on a reçu Mme Lessard en entrevue à quelques occasions là-dessus, des problèmes budgétaires. Oui. On a dû couper quelques millions de dollars dans les opérations courantes. Ça s'est traduit par des abolitions ou des coupures de postes et tout ça. Maintenant, à partir du moment où l'hôpital du Richelieu appartient désormais au niveau 6 Montérégie-Centre, est-ce que financièrement, ça va aider ou avantager les opérations de l'hôpital du Richelieu? Bien, moi, ce que je peux vous dire, là, c'est qu'au 31 mars, le site OASIS est en équilibre financier. Alors, on n'a pas de problème financier. Les finances sont en très bon état. Est-ce qu'il y aura des défis financiers au cours des prochains mois, prochaines années? La réponse est oui. Mais la solution repose, je le répète, dans les grandes opérations d'optimisation qu'on devra mener en performance, en émanation de la performance, gérer les maladies chroniques, faire de l'Advance Access, développer de l'optimisation en paye, en système informatique. Il faut que l'argent soit réinvesti à la bonne place. Actuellement, là, parce que c'est normal, M. Latour, que chaque site OASIS ait sa salle de serveur, sa direction d'informatique. Ce sont des budgets actuellement qui ne sont pas au service de la population, sont au service d'organisation. Moi, je veux faire le contraire, je veux la mettre à la disposition de la population. M. Deschamps, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on vous souhaite la meilleure des chances dans votre nouveau mandat qui prend effet à minuit le mercredi 1er avril 2015. Nouveau PDG, non pas de l'agence, mais bien du CIS, le Centre intégré de santé et services sociaux Montérégie-Centre, auquel appartient désormais la région du Richelieu-Rouville avec Charles Lemoine et l'Institut Nazareth. Merci beaucoup. Merci, M. Latour. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Bonjour, ici Philippe Laprise. Vous avez la santé de votre communauté à cœur? Eh bien, je vous invite à aller acheter un billet pour la Loto Santé sur fondationsanté.com. Vous n'avez même pas besoin de sortir de chez vous pour gagner. Les billets sont seulement 10 $ et tous les profits iront donner de la vie à l'unité des nouveau-nés de l'hôpital du Haut-Richelieu.
puis on a plein de beaux prix à faire tirer. Le tirage, présenté par Desjardins Banque Nationale, aura lieu le 25 mai à 14 h. Ah, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, hein? Notre page Facebook est écœurante, puis on fait des tirages exclusifs. Merci. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Ça sent le printemps puisque c'est le retour à l'horaire hebdomadaire pour le ramassage des ordures ménagères. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Et surtout, ne manquez pas le Télébingo. On se sent généreux pour le dimanche de Pâques, dimanche le 5 avril. 4 000 $ en prix. La carte pleine est haussée, dans le fond, à 2 500 $, donc 500 $ de plus qu'à l'habitude. On a une trentaine de dépositaires pour acheter vos cartes dans la région. Pour connaître la liste, tvhr9.com ou 358-1912. À demain. Bye-bye.